Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau format de vidéo totalement animé. J'espère que le concept vous plaira, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide à booster au référencement et permettre à tout le monde de pouvoir profiter des conseils que je donne donc au travers des vidéos sur ma chaîne. Et aussi ça me fait plaisir. La fiscalité en location nue. Tout d'abord, qu'est-ce que la location nue ? Eh bien, c'est l'inverse du meublé. Ça veut simplement dire que vous louez un local à usage d'habitation ou professionnel, mais vide. C'est donc au locataire de le meubler pour y habiter ou exercer son activité commerciale. Vous devez savoir que les revenus de la location nue sont considérés exactement au même titre que les salaires et traitements. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un régime spécifique comme c'est le cas en meublé avec les revenus qui rentrent dans la catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Là, le cas échéant, ce sont comme des salaires. Le choix des régimes. Lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt, vous allez avoir le choix entre deux régimes pour déclarer vos revenus fonciers. Le microfoncier d'une part ou le régime réel. Le principe du microfoncier est très simple. Vous allez déclarer vos revenus fonciers perçus au cours de l'année et l'État vous enlève 30% au titre des charges. C'est-à-dire que vous n'avez aucun justificatif à fournir ou quoi que ce soit, vous avez 30% d'abattement point barre. Ce régime est possible pour les personnes déclarant moins de 15 000 € de loyer brut par an. Dans l'exemple, si vous déclarez 10 000 € de revenus fonciers et que vous êtes au régime du microfoncier, l'État va vous enlever 3 000 € pour charge et donc vous serez imposé sur 7 000 € de revenus fonciers. Le principe du régime réel, quant à lui, est plus complexe, mais plus performant fiscalement parlant dans de nombreuses situations. Comme son nom l'indique, vous devez déclarer vos charges réelles, c'est-à-dire les charges considérées par le fisc comme déductibles de vos revenus fonciers, mais vous devez déclarer également les intérêts d'emprunt qui sont déductibles. On fera juste un point après sur les intérêts d'emprunt parce que ce ne sont pas les mêmes charges déductibles que ceux du crédit. Dans un premier temps, voyons déjà les charges déductibles. Donc la liste des charges déductibles est assez simple à comprendre, voici quelques exemples. Il y a les frais d'agence immobilière, les frais de garde ou de procédure, les dépenses d'entretien ou de réparation, donc c'est tout simplement les dépenses que vous pouvez payer au cours de l'année comme de la peinture, des radiateurs, des cumuls d'eau chaude, etc. Les dépenses d'amélioration, donc ce sont grosso modo tous les travaux que vous pouvez entreprendre pour améliorer le logement mais sans modifier la structure du bâtiment, donc dès que vous faites finalement des travaux dans le logement. Et également les provisions pour charges de copropriété, l'assurance du bien, les impôts et taxes inhérents au logement comme la taxe foncière par exemple, et les indemnités d'éviction et frais de relogement. Mais encore une fois j'espère que vous n'en aurez pas. Ainsi, cet ensemble de charges correspond à vos charges déductibles. Dans la pratique, ça donnerait ceci. Admettons que Marie, propriétaire d'un T2, loue son bien pour 500 € hors charge par mois. Ainsi, à l'année, ça va lui faire 500 x 12, donc 6 000 €. En déduisant sa taxe foncière de 500 €, son assurance d'un montant de 120, ses frais d'agence d'un montant de 600 € annuels, plus quelques petits travaux qu'elle a entrepris par-ci par-là, pour un montant total de 150 €, ça lui ferait donc 1370 € de charges déductibles de ses loyers. Ce qui lui donnerait donc 6 000 moins 1370, un résultat imposable de 4 630. Mais attention, Marie peut également déduire ses intérêts d'emprunt de ses revenus locatifs. Et point très important, que comprennent les intérêts d'emprunt ? En fait, les intérêts d'emprunt, comme leur nom l'indique évidemment, ce sont les intérêts et l'assurance des crédits que vous payez chaque mois. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que quand vous allez faire votre déclaration de revenus fonciers, donc la déclaration de 2044, la déclaration des intérêts d'emprunt se fait dans la ligne 250. Et la première année, au titre des intérêts d'emprunt, vous allez, en plus de vos intérêts du crédit et de votre assurance, pouvoir déduire les frais de dossier bancaire, les frais de courtage, si vous passez par un courtier, les frais de cautionnement ou les frais de garantie, c'est-à-dire les frais d'hypothèque ou du privilège de prêteur de deniers ou tout simplement, comme je l'ai dit, les frais de cautionnement. Et il faut se rendre compte que toutes ces sommes mis bout à bout la première année, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et ce serait donc dommage de se priver de la déduction. Si jamais vous avez oublié la première année de déduire ces frais et que vous êtes à la deuxième année, pas de panique, il est possible de les déduire la deuxième année. On va dire que le fisc applique une tolérance dans ces cas-là. Bien, maintenant reprenons l'exemple de Marie qui a 6 000 € de loyer sur l'année 2020. Pour simplifier notre exemple, nous dirons qu'elle a acquis son bien en 2020, obtenu son crédit en 2020, etc. En bref, tout se passe sur la même année. Donc, lorsque Marie va faire sa déclaration d'impôt et remplira sa déclaration 2044, donc déclaration des revenus fonciers, elle déclarera bien 6 000 € de loyer. À cela viendra se minorer les intérêts d'emprunt, donc c'est-à-dire ces intérêts d'emprunt vont être constitués des intérêts sur son crédit donc qu'elle aura payé en 2020, plus l'assurance du crédit. On va dire que pour l'exemple ils sont de 1200 € sur l'année, mais c'est pas tout. Vu qu'on est la première année, en souscrivant à son crédit, Marie a également eu des frais de courtage de l'ordre de 2000 €. Elle a également eu 600 € de frais de dossier et 1500 € de frais de garantie. En additionnant le tout, Marie découvre que ça fait un total de 5300 €. Marie fait également le total de ses charges déductibles, et on va reprendre le dernier exemple en date, on va dire que ces charges déductibles représentent 1370 € sur l'année 2020. Ainsi, sur l'application ou sur le site internet impôts.gouv en faisant sa déclaration, le fisc calcule 6 000 € de loyer, à quoi on enlève 5300 €
au titre des intérêts d'emprunt, car oui, dans l'ordre de déduction, on déduit d'abord les intérêts d'emprunt et seulement après les charges déductibles. Donc 6 000 € moins 5 300 égale 700 € de revenus fonciers restants imposables. Maintenant, on va imputer les charges déductibles, ce qui nous conduit tout de suite à la troisième partie de la vidéo, la gestion du déficit foncier. Marie indique donc qu'elle a eu 1370 € de charges déductibles, et ils viennent en déduction, donc des 700 € de loyer imposable restants. En gros, ils gomment les 700 € restants. Ainsi, le fisc va calculer 700 € de loyer restant moins 1370 € de charges déductibles égale moins 670 €. Les charges déductibles ont donc effacé les 700 € et le surplus de charges vient s'imputer sur les revenus globaux de Marie. C'est-à-dire que si Marie avait déclaré 20 000 € de salaire, les 670 € de surplus de charges viendront s'imputer donc sur ce qu'on appelle son revenu global. Ainsi, son revenu global, autrement dit ses salaires, ne seront pas de 20 000, mais 20 000 moins 670 €, ce qui fait 19 330, et donc ça lui fait encore une économie d'impôt supplémentaire. Alors, il y a deux règles très importantes à noter dans la gestion des déficits fonciers sur la location nue. Tout d'abord, le surplus de charges déductibles ne peut s'imputer sur le revenu global qu'à hauteur de maximum 10 700 €. Autrement dit, si on reprend le même exemple et que Marie avait eu 50 000 € de charges déductibles, bon, ça aurait pu être le cas si elle avait fait rénover son logement à neuf par exemple, eh bien ce surplus de charges ne serait venu s'imputer qu'une seule fois, c'est-à-dire sur l'année 2020, à hauteur de 10 700 € sur son revenu global. Donc en fait, elle aurait bien eu, vous savez, après déduction de ses intérêts d'emprunt, il lui restait 700 € de loyer, donc on aurait pris 700 € sur cette enveloppe de 50 000 pour les effacer, il serait donc resté 49 300 € de charges restantes, et on aurait pris 10 700 € de cette enveloppe pour l'imputer sur son revenu global. Donc si elle gagne 20 000 €, 20 000 moins 10 700, il lui resterait 9 300 € de salaire, donc elle serait devenue non imposable. Et du coup, si jamais on avait enlevé donc ces 10 700 € de l'enveloppe travaux de charges déductibles ne serait plus que de 38 600 € pour les prochaines années. Donc cette enveloppe de charges déductibles, elle ne s'imputera plus sur les revenus de Marie l'année prochaine, ils ne serviront désormais plus qu'à gommer les revenus fonciers. Donc on va reprendre un exemple, l'année suivante, admettons qu'en 2021, Marie perçoive à nouveau 6 000 € de loyer. Elle va d'abord déduire ses intérêts d'emprunt à nouveau, qui seront d'environ 1300 €, puisque cette fois-ci elle n'aura plus les frais de courtage, elle n'aura plus les frais de crédit, etc. Et puis, on va utiliser cette enveloppe de charges déductibles pour gommer complètement ses loyers et ne pas payer d'impôt dessus. Ainsi, si elle a eu 6 000 € de loyer à nouveau en 2021 et qu'elle a 1300 € d'intérêts d'emprunt, on les déduit, puisque rappelez-vous, les intérêts d'emprunt se déduisent avant les charges déductibles, donc 6 000 moins 1300 égale 4 700. Puis, on a une enveloppe encore de 38 600 € qui va permettre de gommer les revenus fonciers. Il reste 4 700 € de revenus imposables, hop, on utilise l'argent de cette enveloppe, on gomme les revenus qui tombent à zéro. Ainsi, on passe de 38 600 € à 33 900 €, une fois les 4 700 € de loyer effacés. Et cette enveloppe, il faut savoir qu'elle sera valable 10 ans. Vous pouvez utiliser votre déficit foncier pendant 10 ans. Et vous pouvez regarder sur le site impôt.gouv quand vous déclarez, les colonnes remontent justement à 10 ans pour la gestion des déficits. Au-delà, c'est perdu. Donc il faut, entre guillemets, essayer de se débrouiller pour les utiliser avant la 11e année. La deuxième notion qui est très importante, il faut savoir que les intérêts d'emprunt, eux, ne peuvent pas s'imputer sur le revenu global. On va utiliser un autre exemple. Si, admettons, en 2020, Marie avait touché seulement 600 € de loyer, par exemple qu'elle avait bien fait son crédit en 2020, qu'elle était bien passée par un courtier, etc., mais qu'elle avait eu son appartement que en décembre, donc elle aurait loué qu'un mois son appartement, donc elle aurait eu que 600 € de loyer. Mais elle aurait quand même bien eu 5 300 € d'intérêt d'emprunt, puisqu'elle a quand même eu ses frais de cautionnement, elle a quand même eu ses frais de courtage, elle a quand même eu ses intérêts d'emprunt le temps que son crédit, qu'elle ait l'appartement, etc. Donc, les 5 300 € auraient effacé ces 600 € de loyer, et ensuite se seraient mis automatiquement en report pour être utilisés l'année prochaine. Mais il ne se serait pas imputé comme les charges déductibles sur le revenu global. Donc elle aurait eu 5 300 moins 600, donc elle aurait eu 4 700 € qui auraient été mis en report pour l'année suivante, et ces charges déductibles, parce qu'elle a quand même malgré tout des charges déductibles, même si elle a eu son logement qu'en décembre, eh bien, il serait venu s'imputer sur son revenu global. Donc, toutes ces charges déductibles se seraient imputées sur son revenu global. Et quand vous faites la déclaration sur impôt.gouv, il faut savoir que la plupart des choses se font automatiquement. Vous avez juste à rentrer les colonnes et les reports se mettent automatiquement. Mais retenez bien que les intérêts d'emprunt, eux, ne peuvent pas être imputés sur le revenu global. Voyons maintenant donc le dernier point, la fiscalité des revenus fonciers. Les revenus fonciers sont imposés deux fois.
D'abord, ils viennent s'ajouter à votre impôt sur le revenu, mais vous devez également payer des prélèvements sociaux. On va prendre un exemple très simple, admettons 1000 € de loyer imposable, c'est-à-dire après déduction des intérêts d'emprunt et des charges. Vous serez imposé de la sorte 1000 € fois votre tranche marginale d'imposition, 11, 30, 41 ou 45%. Pour l'exemple, on va dire que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, et 1000 € fois 17,2%. Les prélèvements sociaux sont toujours d'un montant de 17,2%. Ainsi, sur notre exemple, ça donnerait 300 € d'impôt sur le revenu, puisque 30% de 1000 €, plus 172 € de prélèvements sociaux, donc 472 € d'impôt pour 1000 € de loyer. Ça fait 47,2%. Et oui, comme vous pouvez le constater, l'imposition est très forte sur les revenus fonciers. C'est pour ça qu'il faut bien savoir gérer les déficits et les charges. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 41%, ce sera 410 € qui viendront s'ajouter à votre impôt sur le revenu, plus 17,2 à nouveau. Vous avez toujours l'imposition sur le revenu et l'imposition sur les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers nus imposables. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, je ferai mon maximum pour y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, au revoir.